Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Les travaux de curage du chenal de Gbaga sont réalisés à 52% depuis la fin du mois de mars. Soutenu par le projet Ouakka-Récip, ce projet permettra de restaurer les fonctions économiques et écologiques de cet axe fluvial partagé entre le Togo et le Bénin. L'Office chérifiant des phosphates a récemment lancé le programme Zenda Mescala, destiné à augmenter la production d'engrais d'ici 2028. L'objectif est de s'adapter aux besoins spécifiques des agriculteurs marocains, tout en respectant les normes environnementales. Et puis lors du Congo Energy Investment Forum tenu à Brazzaville, le Congo a annoncé son ambition d'augmenter sa production électrique à 1500 MW à l'horizon 2030. Vous en saurez plus dans un instant. Ce sont les points clés de cette édition. Bienvenue à tous. Le chenal de Gbaga, artère fluviale vitale partagée entre le Togo et le Bénin, renaît peu à peu grâce à un projet ambitieux de réhabilitation. Soutenu par le projet Ouakka-Récip, le curage du chenal a atteint aujourd'hui 52% de sa progression. Les détails avec Honoré Kata. Le projet de réhabilitation du chenal de Gbaga, un axe fluvial partagé entre le Togo et le Bénin, avance à un rythme satisfaisant avec 52% des travaux réalisés à la fin du mois de mars 2025. Ce chenal, d'une longueur de 30 km, avait perdu sa navigabilité à cause de l'avancement et de la prolifération des plantes aquatiques envahissantes, ce qui perturbait les échanges commerciaux et les activités de pêche. Le projet, soutenu par le programme Ouakka-Récip, vise à restaurer les fonctions économiques et écologiques de cet axe fluvial pour les communautés riveraines, tout en réduisant les risques d'inondation dans la région. Les travaux d'un coût total de 4,77 milliards de francs CFA comprennent le curage de 500 000 m3 de sédiments sur une largeur de 10 mètres et une profondeur de 45 cm. Une autre dimension importante du projet est la gestion des plantes aquatiques envahissantes. En effet, 465 mètres carrés de jacinthes d'eau ont déjà été retirés, représentant 21 000 tonnes de biomasse qui sont ensuite transformées en compost organique. Ce compost est mis à disposition des communautés locales pour soutenir l'agriculture, générant ainsi des revenus supplémentaires tout en contribuant à la réhabilitation des sols. En parallèle, le projet met en œuvre des actions de reboisement des mangroves et prévoit la reprise des activités de pêche essentielles pour les populations riveraines. Supervisé par le groupement Iros Le Cœur d'Éco, ce chantier ne se contente pas de restaurer un écosystème, mais propose aussi une valorisation durable des ressources naturelles extraites, contribuant ainsi à une meilleure résilience des communautés côtières face aux défis environnementaux. L'opération civique et citoyenne Togo Propre a repris de la meilleure des manières dans notre pays, le Togo. Portée par les plus hautes autorités du pays, elle a regroupé samedi dernier les différentes couches de la société pour assainir nos milieux de vie. Retour sur les images avec Vivace Amana. Ils sont nombreux à sortir de leur lieu de résidence pour répondre à l'appel des plus hautes autorités du pays pour la reprise de l'opération Togo Propre. Équipés des outils d'assainissement, les Togolais de différents horizons ont mis au propre plusieurs lieux et sites du pays. La mobilisation est saluée par certains membres du gouvernement qui ont participé à cette opération, dont ils sont les principaux initiateurs. Les Togolais veulent s'approprier leur cadre de vie. Et c'est pour cela que nous avons pensé que reprendre l'opération Togo Propre permettra à chaque Togolais de pouvoir participer pleinement à l'éco-développement du système dans lequel nous vivons. Les Togolaises et les Togolais sont sortis massivement pour participer à cette opération dont le seul objectif est de faire en sorte que là où nous vivons soit préservé des maladies, préservé des infections, du désordre, de l'incivisme. Dans les communes également, la mobilisation était au rendez-vous. Au niveau de la commune de Golfe 1, nous aussi nous sommes appropriés cet appel en mobilisant à la fois les 36 quartiers que compose la commune Golfe 1 ainsi que tout le personnel. Et je crois que ça va devenir une habitude
pour la population de la commune Golfe 1. La question de propreté, c'est une obligation citoyenne. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous nos concitoyens de la commune Golfe 5 de respecter les consignes du gouvernement. Dans presque tous les quartiers, chacun a voulu contribuer à la propreté de la commune, aussi faire preuve de civisme, que chacun s'implique dans le développement, dans l'assainissement de la commune. Mise en pause lors de la crise sanitaire de la Covid-19, l'opération Togo Propre reprend de plus belle désormais chaque premier samedi du mois. Cette opération de salubrité publique est une action patriotique pour contribuer à un environnement sain et fédérer les Togolais autour du bien commun. Les paysages forestiers de la préfecture de la Kosa, située au nord du Togo, se dégradent progressivement à cause de l'exploitation excessive des ressources naturelles et des conditions climatiques. Fort de ce constat, les autorités mettent en place des initiatives afin de restaurer le couvert végétal et de protéger l'environnement. Les détails dans ce récit. Le nord du Togo dispose d'une multitude de richesses naturelles qui renferment des paysages forestiers avec une biodiversité variée. Dans la préfecture de la Kosa, les communautés locales exploitent ces ressources pour leurs moyens de subsistance et pour leur bien-être, ce qui crée à long terme la dégradation des écosystèmes forestiers. La conversion massive des terres en zones agricoles est l'un des principaux facteurs de cette dégradation. Les pratiques agricoles intensives ont non seulement réduit la couverture forestière, mais ont également contribué à l'érosion des sols et à la perte de la biodiversité. Selon le Programme national de reboisement du Togo, le couvert forestier productif du pays est estimé à environ 386 000 hectares, soit seulement 6,8% de la superficie nationale, reflétant une situation critique. Face à ces défis, la restauration des paysages forestiers émerge comme une priorité essentielle. Des initiatives telles que le Programme national de reboisement visent à restaurer les écosystèmes dégradés et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Des études récentes soulignent également l'importance de la foresterie communautaire dans la région de la Kara, où se situe la préfecture de la Kosa. Ces initiatives devraient encourager la participation active des communautés locales à la gestion et à la conservation des forêts, contribuant ainsi à la restauration des paysages forestiers et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est impératif que les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les communautés collaborent étroitement pour inverser la tendance actuelle de dégradation. La mise en œuvre de pratiques agricoles durables, la promotion de l'agroforesterie et la sensibilisation des populations aux enjeux environnementaux sont autant de mesures nécessaires pour assurer un avenir durable à la préfecture de la Kosa. Le Congo-Brazzaville souhaite augmenter sa capacité de production d'électricité à 1500 MW à l'horizon 2030. Pour ce faire, le pays compte s'appuyer sur les énergies renouvelables. Rafet Toumberikou nous en dit plus dans cet élément. La République démocratique du Congo a affirmé ses intentions de transformer son paysage énergétique d'ici 2030 à partir des énergies renouvelables. Avec une capacité de production d'électricité estimée actuellement à 27 000 MW, le pays vise désormais 1500 MW de plus. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays compte sur l'exploitation de ses ressources renouvelables et surtout sur des financements internationaux. Plusieurs projets stratégiques sont également identifiés en ce sens par le gouvernement, principalement dans la région de Brazzaville. Grâce à ces projets annoncés et au climat favorable, le Congo-Brazzaville peut diversifier son indépendance énergétique et pourra s'imposer aussi comme un acteur énergétique de premier plan en Afrique centrale. En garantissant un accès fiable et durable à l'électricité, le gouvernement entend stimuler les secteurs industriels, miniers et agricoles tout en facilitant l'électrification des zones rurales. L'initiative a été annoncée lors du premier Congo Energy and Investment Forum qui a lieu les 26 et 27 mars 2025 à Brazzaville.
Elle vise, selon le ministre congolais de l'énergie et de l'eau, Émile Ouesso, à améliorer l'accès à l'électricité pour les 6 millions de citoyens du pays et à soutenir la croissance industrielle. L'Office chérifiant des phosphates OCP a annoncé un projet ambitieux visant à augmenter sa production d'engrais à 9 millions de tonnes d'ici 2028. Baptisé Programme stratégique Mzenta Mescala, cette initiative permettra d'augmenter la capacité de production d'engrais tout en respectant les standards élevés en matière d'innovation technologique et de durabilité environnementale. Suivant. Le Maroc veut promouvoir son secteur agricole grâce à une production d'engrais plus efficace, plus durable et plus adaptée aux besoins des agriculteurs. Ainsi, l'Office chérifiant des phosphates OCP, acteur majeur du secteur des engrais, a récemment annoncé un programme baptisé Mzenta Mescala SP2M. Il mise sur l'innovation technologique et la durabilité pour répondre aux besoins croissants des agriculteurs tout en minimisant son empreinte écologique. Lancé en mars 2023, le SP2M programme vise à développer de nouveaux pôles industriels et miniers dans les régions de Youssoufia et Essaouira. Bien que le coût total d'investissement n'ait pas encore été révélé, le programme devrait permettre à l'OCP Nutricops d'augmenter sa capacité de production de manière significative tout en respectant les standards élevés en matière d'innovation technologique et de durabilité environnementale. Les nouveaux sites industriels et miniers seront dotés de technologies de l'industrie 5.0 qui combinent automatisation avancée, intelligence artificielle et connectivité pour une production plus agile et plus performante. De plus, le CP Nutricops mettra en œuvre des solutions énergétiques renouvelables, notamment le solaire et l'éolien, pour alimenter les sites en énergie propre. Les sites intégreront également des systèmes de dessalement d'eau et de recyclage des eaux usées, permettant ici d'utiliser des eaux non conventionnelles pour les processus industriels. Cela contribuera à la gestion durable des ressources en eau dans la région. En alignant son développement avec des pratiques durables et responsables, l'OCP continue de jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale. Le programme SP2M est un exemple parfait de l'engagement de l'OCP à soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement tout en répondant aux exigences croissantes sur le marché mondial. Grâce à ce projet, l'Office chérifiant des phosphates fait un pas important vers l'augmentation de sa production d'engrais tout en adoptant des technologies de pointe et des pratiques durables. Cette initiative ambitieuse permettra non seulement de répondre aux besoins croissants des agriculteurs mondiaux, mais aussi de contribuer à un avenir agricole plus durable où la compétitivité et la durabilité vont de pair. Le ciel a déchargé son réservoir sur la ville de Kinshasa en RDC. La capitale congolaise se retrouve paralysée depuis le week-end dernier suite à des pluies diluviennes qui ont fait une trentaine de morts. Viva Samana nous fait le point dans cet élément. 30 morts, 5000 foyers sinistrés et plein de dégâts matériels. C'est le triste bilan que l'on dresse à ce jour des pluies diluviennes qui ont inondé la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. Le week-end dernier, les Kinois se sont réveillés sous une quantité impressionnante d'eau qui les a obligés à quitter leur habitation. L'eau s'est arrivée jusqu'au niveau de la toiture, y compris les documents parcellaires. Et tous les biens sont partis, écoulés dans l'eau. On ne sait plus comment vivre. Ouais, j'espère rentrer lorsque chez nous ça sera prête dans des conditions. Si les gouvernements auront la grâce de nous faire la mesure de changer notre endroit. Pour pouvoir rentrer chez nous, le président lui-même et le gouvernement devront s'impliquer et trouver des solutions. Parce que nos maisons sont vraiment détruites. Il y a du sable partout chez moi. C'est impossible de rentrer. Les gymnases du stade Tata Raphaël de Kinshasa ont été transformés en centre d'accueil des sinistrés. Des vivres et matériels essentiels ont été distribués aux victimes de cette catastrophe naturelle. Le président de la République démocratique du Congo s'est rendu auprès des sinistrés pour leur apporter son soutien et témoigne de son engagement à leur venir en aide dans cette situation difficile.
S'il faut délocaliser les gens d'un endroit à l'autre, nous allons le faire. Car la première des choses, notre priorité, c'est de mettre les Congolais en sécurité. Voyez comment prendre des mesures pour l'assainissement de Kinshasa. Sachez qu'on ne jette pas les déchets partout. Ce qui vient de nous arriver, c'est à cause de ces déchets que nous jetons partout qui vont dans les rivières. Les lits des rivières rétrécissent et au lieu que l'eau aille dans le fleuve, elle déborde dans la cité. L'ampleur du sinistre pose la question de la prévention des catastrophes en RDC. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. Certains scientifiques affirment qu'il aurait été possible de prévoir plusieurs jours à l'avance l'arrivée des zones d'inondation sur Kinshasa. L'Agence nationale de la météorologie annonce qu'elle avait lancé une alerte en février sur la possibilité de précipitations excédentaires. Rappelons que la capitale congolaise est souvent victime d'inondations en saison pluvieuse. L'archipel du Tuvalu sera le premier pays à devenir invivable à cause du changement climatique. Ce territoire risque d'être englouti par la mer avant l'année 2050. Plus d'explications dans ce commentaire signé Léonce Sago. Les Tuvalu, composés d'îles paradisiaques, pourraient être le premier pays à devenir inhabitable. Il fait face depuis un certain temps à la montée des eaux et au réchauffement climatique. Avec ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses cocotiers, cet archipel de 9 atolls coralliens situé dans l'océan Pacifique est un paradis tropical en danger. Chaque jour est un véritable défi pour ses 10 000 habitants. Les marées hautes causent de plus en plus d'inondations dévastatrices qui endommagent les cultures, les habitations et les réserves d'eau douce souterraines. Certaines communautés villageoises ont été obligées de se déplacer suite à de fréquentes et violentes tempêtes qui ont occasionné d'énormes dégâts. Cette situation a laissé penser que les Tuvalu pourraient être rayés de la carte. Mais selon Virginie Duva, professeure de géographie et auteure principale des 5e et 6e rapports du GIEC, c'est plutôt l'habitabilité de ces îles qui est menacée. Dans un article publié en 2024 sur Géoconfluence, la professeure a montré par des études que la majorité des îles coralliennes n'ont pas perdu de surface malgré la montée des eaux. Mais les inondations temporaires et autres catastrophes y rendent la vie difficile. Dans le scénario le plus pessimiste, le GIEC prévoit que les Tuvalu pourraient devenir invivables dès 2050, avec un risque climatique faible à modéré, puis à un risque climatique élevé en 2090. On remarquera une perte massive de biodiversité terrestre et marine, une réduction radicale de l'accès à l'eau douce, la destruction des zones habitées par les événements climatiques extrêmes et un effondrement des principaux secteurs économiques. La dégradation accélérée des récifs coralliens qui subissent des épisodes de blanchiment rapprochés fragilise la capacité de l'archipel à résister aux assauts de l'océan. Face à cette inquiétante situation, deux stratégies se proposent. Déplacer les populations vers des terres d'accueil, notamment aux Fidji ou en Australie. D'autres préfèrent la voie de l'adaptation qui consiste à surélever les maisons, à agrandir les plages, à créer des digues pour protéger les côtes ou encore s'adapter en s'appuyant sur la capacité d'adaptation des écosystèmes marins et côtiers. Ils doivent être renforcés par des actions de protection, de gestion durable, de restauration ou de création d'autres écosystèmes. Les efforts d'adaptation se poursuivent. Le pays expérimente diverses possibilités, à savoir la consolidation des côtes et la récupération du terrain sur la mer. La protection des récifs coralliens peut réduire la hauteur des vagues de tempête jusqu'à 70%. C'est sur les images de cet archipel que se referme cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.